communautaire auprès des jeunes LGBT. Il s'intéresse depuis plusieurs années aux théories queers et aux aspects politiques de la sexualité. Sa thèse porte sur les rapports entre les discours sur l'homosexualité et la formation identitaire des personnes des minorités sexuelles, le tout dans une approche socio-narratologique. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « D'une Butler à l'autre, quelle évolution pour la performativité queer ». Merci beaucoup. Premièrement, c'est encore des recherches, comme ça fait pas tout à fait partie de ma thèse, ce que je vais vous présenter, c'est encore des recherches qui sont en cours, mais qui offrent déjà des pistes de réflexion sur les théories queer. De manière générale, voici mon plan, mais je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de parler des théories queer sans parler de Judith Butler? La question vaut la peine d'être parlée parce qu'en général, en effet, quand on parle du queer, on va tout de suite penser à Butler, on va même la surnommer, comme certains journalistes le font, comme la papesse du queer. Quand même aussi dans les théories féministes, quand on parle de féminisme postmoderne, c'est souvent la première figure qui vient en ligne de tête, avec Spivak, qui en général, donc, même le féminisme postmoderne se voit souvent résumé à cette idée de performativité et de fluidité des identités. Ce qui a amené plusieurs critiques, notamment des féministes radicales matérialistes, comme quoi la performativité est simplement une textualité et que ça n'avait pas de profondeur et qu'il fallait aller plus loin. En général, c'est un gros débat qui a toujours lieu d'ailleurs ici. Ce qui fait que ça m'amenait à vouloir questionner, en fait, peut-on faire de la théorie queer sans s'intéresser à Butler et dans quelle mesure est-ce que les concepts de performativité également ont réussi à dépasser son auteur, quels sont les usages qui en sont faits. Ce qui fait que j'ai décidé de m'intéresser à... en fait, chez Butler, on peut voir qu'il y a différentes performativités. On parle souvent de la performativité du genre dans les théories queer, mais Butler va aussi s'intéresser à la performativité des insultes et du langage, comme par exemple dans Excitable Speech, le pouvoir des mots. Et plus récemment, s'est intéressé à d'autres formes de son dernier livre, Dispossession, Politics, Performative. J'ai oublié le titre exact, mais dans son dernier livre, sur la performativité des dépossédés. On voit dans son ouvrage que, pour répondre aux critiques qui ont été faites justement de la performativité comme une simple textualité, qu'elle se déplace tranquillement de la figure de la drag queen vers la figure du transgenre, où justement elle va parler davantage de la mélancolie du sujet et de ce qui conditionne, malgré la performativité, les corps, que c'est simplement pas un vêtement qu'on met le matin et que, voilà, aujourd'hui je suis une femme, demain je vais être un homme et cet après-midi je verrai ce que je suis. Donc, pour répondre aux ces critiques-là qui disaient, c'est pas aussi simple que ça, les oppressions sont réelles, qui sont vécues par les personnes, elle a quand même commencé à établir sa réflexion à partir de Gender Trouble, déjà dans Bodies That Matters, elle voulait revenir à ce fondement-là de comment la performativité affectait les corps directement et venait créer des corps différents, pour s'en aller justement avec Undoing Gender, davantage dans la question de qu'est-ce qui fait que les gens sont humains, de manière générale. Le corpus que je veux voir, en fait, quelle est comment Butler, en fait, a été utilisé par la suite. Je vais l'approfondir dans un corpus qui vient de Queering Paradigms. Queering Paradigms est un colloque international sur le queer qui se fait dans une approche pluridisciplinaire, tenue depuis 2008. C'est un colloque qui traite autant dans une perspective des fois sociologique, dans des perspectives littéraires, dans des perspectives de travail social, de militantisme, et qui réunit vraiment, ça va de, on parle de la violence sexuelle dans les couples de même sexe, à l'activisme peut-être pas intersexe, mais trans, à des œuvres particulières en cinéma et même comment aussi les fanfictions sont faites. Donc, il y a vraiment un très large corpus de textes. Eux réunissent ça sous les queer identities, queer politics, queering public discourse, queering the classrooms, pop queer, queer readings, ou des fois queer performances, queer nationalities and culture. Donc autant de l'homonationalisme à l'anticapitalisme, à comment on peut faire pour éduquer dans les écoles, en fait, davantage sur les questions de la sexualité.
Le colloque a lieu, il y a eu 5 colloques qui ont lieu depuis. Ils essayent vraiment, alors que ça fait partie dans une tentative de résister aux politiques universitaires de Canterbury Christ Church University qui refusaient de faire des unions de même sexe sur le campus. Eux ont décidé de faire le premier colloque dans ce cadre-ci. Mais en voyant l'évolution de la théorie queer, ils ont décidé d'essayer de d'étendre et de mettre un accent principalement sur les philosophies qui venaient de l'extérieur nord-américaine, donc de réfléchir davantage aussi à faire le colloque, à faire le colloque à Rio dans le dernier et le prochain qui s'en vient à Quito, en Équateur. Ça donne lieu à 3 publications, non pas au Edinburgh Press comme sur mon PowerPoint, mais chez Peter Lang, 2010, 2011, 2013. Donc, c'est donc sur les actes du colloque que je m'intéresse principalement de regarder qu'est-ce que les gens en ont dit. Comme cadre théorique, j'utilise 2 auteurs particulièrement qui ont parlé de Judith Butler, Claire Hemmings et Marie-Hélène Boursier. Hemmings avec Why Stories Matter, The Political Grammar of Feminist Theory, dans lequel elle distingue, elle réfléchit sur les narratifs convoqués par le discours féministe. Elle distingue 3 narratifs qui correspondent un peu à 3 courants, en fait. Un narratif du progrès, un narratif de la perte, un narratif du retour. Le progrès étant l'idée du féminisme postmoderne qu'on a finalement compris aujourd'hui beaucoup grâce à toutes les féministes qui sont passées à l'avant. Donc, les premières féministes qui étaient vues comme plus bourgeoises, mais que là, il y a eu les critiques des femmes de couleur et des lesbiennes, ce qui a amené maintenant à une nouvelle compréhension de l'identité à partir de Judith Butler. Le féminisme de la différence, qui est pas de la différence, mais de la perte, qui est liée justement au féminisme radical, qui, elle, au contraire, voit dans le féminisme postmoderne une perte de la possibilité du nous-femme, qui voit une dépolitisation et qui reproche en fait beaucoup au féminisme de s'être institutionnalisé et qui dit il faut qu'on revienne aux racines puis à la base. Et le narratif du retour, qui est davantage il faut faire un compromis entre ces 2 tendances-là. Ben oui, on a appris, mais non, on n'a pas appris. Puis Hemmings voit principalement dans ces narratifs-là, voit se dessiner des points clés. Comment ces 3 narratifs-là utilisent toujours les mêmes exemples. Ils utilisent, par exemple, justement, les féministes, les premières féministes, après ça, les féministes de couleur, après ça, le féminisme postmoderne. Comment chacune réarticule ces mêmes points-là pour essayer de prendre le contrôle du sujet. Et souvent, donc, Butler va servir de point de repère comme un tournant décisif, laissant de côté les femmes de couleur, alors qu'au contraire, on pourrait penser que ces féministes-là continuent de nous inspirer dans les théories. Puis c'est comme si les féministes postmodernes disaient maintenant, on a appris, on est rendu beaucoup plus loin que ce qu'on était. Puis ça crée un peu un problème par rapport à ça. Donc, on se retrouve souvent dans ce débat-là entre matérialisme et postmodernisme. Et ce qu'elle note principalement qui m'intéressait ici, c'est que Butler est vu comme un mot-clé. Il s'agit juste simplement de dire, bon, il y a eu Butler, il y a eu une révolution, on parle de performativité. Il s'agit d'envoyer ces mots-là, c'est des mots-clés moteurs, et les gens, finalement, ne s'engagent pas plus avant dans l'œuvre de Butler, comment elle les exprime, comment elle met en scène les choses. De la même manière, Boursier va s'intéresser à la réception de Judith Butler en France et s'aperçoit que pour elle, il y a 2 Butler. Il y a une première Butler qui se fait à partir de Gender Trouble et il y a une deuxième Butler qui commence dès Antigone, mais surtout dans Undoing Gender, défaire le genre. Et elle va vraiment classifier Butler en 2, si on peut dire, paradigmes. Dans le premier, Gender Trouble, pour elle, c'est vraiment Judith Butler permet la puissance d'agir des personnes, c'est de l'empowerment, tandis que dans la deuxième Butler, c'est du disempowerment. Les gens n'ont plus la même possibilité de définir par eux-mêmes les choses. On en revient aux experts qui vont te dire si tu as le droit ou non de faire de la resignification, tandis que dans Gender Trouble, au contraire, c'était une théorie qui était euphorique et agressive, qui te permettait en fait de prendre les codes qui étaient un peu à l'extérieur de toi, mais de pouvoir les resignifier si tu en avais besoin. Tandis que dans Undoing Gender, elle se met davantage à dire, ben non, en fait, des fois, les gens sont pas reconnus, puis ça crée de la douleur. Il y a toute la question de la mélancolie des personnes trans. En fait, on parle de la drag queen dans Gender Trouble, qui était vraiment une subversion de l'identité versus la deuxième Butler, qui là, c'est justement la personne trans qui arrive et qui est contrainte à devoir essayer de choisir entre 2, puis là, se déchirer par son genre. Donc, il y a vraiment un côté plus victimisant dans la théorie de Undoing Gender versus la théorie de Gender Trouble, où au contraire, la drag queen était une figure qui va révolutionner le monde. On peut voir là-dedans, en fait, dans ce passage-là, chez Butler, de la drag queen au transgenre, l'émergence des critiques trans qui, en effet, on dit à Butler, ben on en a un peu marre de se faire dire qu'il faut nécessairement que je sois révolutionnaire puis que je défasse les genres constamment. Moi, si je veux être une femme, ben je veux être une femme puis j'ai pas envie de devoir justifier que je me mets du maquillage chaque jour puis de reproduire les stéréotypes de genre, vu que c'est comme ça que je veux être. Donc, il y a un peu de ça peut-être qui se passe dans le passage d'une Butler à l'autre.
Boursier montrait aussi que dans la première Butler, il y avait 3 paradigmes de genre. Un paradigme herméneutique, donc on cherche à interpréter, on cherche à voir si le genre est lisible ou non. Et la drag queen apparaît comme ça, comme une dissonance qui vient provoquer un trouble dans la capacité d'interpréter. On voit un paradigme performatif, donc où on vise la resignification et la citation impropre. Donc, on peut transformer les normes, on peut les redire, on peut les redistribuer, toujours avec un petit foc qui permet justement de faire avancer les choses. Et un paradigme prolifératif qui, donc, ces resignifications-là font en sorte qu'il y a de nouveaux genres qui apparaissent. Tandis que dans le paradigme de Undoing Gender, le paradigme herméneutique, au contraire, se limite à l'illisibilité des genres. Et donc, elle amène la non-reconnaissance à la façon un peu althussérienne. Et donc, les gens ont un désir d'avoir des normes auxquelles se conformer pour pouvoir être lus. Et la question devient comment survivre dans un monde qui ne vous reconnaît pas. Ce qui est très, très, très différent de les gens, on est différents des gens et on peut attaquer la norme du gender trouble. 2 petites citations pour vous donner en fait cette disparité-là. Dans Trouble dans le genre était défait sans agent, mais par l'intermédiaire d'une capacité d'agir. Comment se fait-il que nous nous retrouvions dans Défaire le genre, mis en demeure de répondre à des questions métaphysiques ou ontologiques telles que veut le genre, que veut le désir? La réponse est pourtant simple, rien. 2e citation, dans Trouble dans le genre, la performativité d'obédience textuelle ou discursive a un caractère impersonnel et réversible, pour le meilleur ou pour le pire. Dans Défaire le genre, la personnalisation fait rage et la figure continentale du philosophe prêt à sauver le monde ou le pleurer, c'est selon est de retour. Ce sont des intellectuels publics et les philosophes qui décideront de savoir si la resignification est possible et le feront éventuellement croisade pour les plus vulnérables. Donc, il y a vraiment cette tentative. Elle a l'impression que Butler, après avoir donné une théorie qui permettait aux gens de s'émanciper, a décidé de reprendre une figure davantage pour aller autoritaire pour se faire du capital symbolique. Et donc, il a créé comme un mainstreaming de sa théorie pour être capable, après ça, de répondre, en fait, plus aux hétéros, alors que la première Gender Trouble voulait justement essayer de défaire les limitations qu'il y avait dans le milieu féministe. Et d'ailleurs, va se plaindre que la plupart des futures publications de Butler se font plus pour les psychanalystes français. Donc, ce que j'ai voulu faire à partir du corpus, c'est surtout une théorie des citations que j'ai commencé par faire un peu de bibliométrie sur les articles cités, l'utilisation qui en est faite dans les textes. Donc, à partir de cette différenciation-là, qui est différente de Butler, je me suis dit, on va aller voir qui sont les auteurs cités et comment ils utilisent la performativité. Est-ce que, comme Hemmings le fait savoir, est-ce qu'ils vont vraiment rentrer dans l'œuvre ou est-ce qu'au contraire, ils vont rester plus en surface? Et donc, c'est à partir des index qui sont à la fin pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de performativité ou pas. Ce qu'on voit, en fait, en tout, dans Queering Paradigms, il y a une 50aine d'articles distribués dans les 3. Et il y a à peu près 23 articles qui citent Judith Butler en tout, donc à peu près la moitié. Donc, il y a moyen déjà de faire de la queer theory sans citer Judith Butler, c'est ce qui est déjà de la preuve, puis qu'on voit même que c'est plus souvent qu'autrement. On essaie de s'en débarrasser avec le temps. Les titres les plus souvent cités, c'est peut-être sans surprise, en fait, Gender Trouble vient avec 20 occurrences, donc presque 20 sur 23. Presque tous les textes parlent de Gender Trouble. Bodies That Matter vient avec 10 fois. Undoing Gender, 7 fois. Puis il y a un texte qui vient des années 90, Performative Acts and Gender Construction, an Essay in Phenomenology and Feminist Theory, qui vient 2 fois. Je vous mets une liste des autres textes qui sont cités de temps en temps une fois, mais qui sont quand même donc assez rares, et qui sont plus ou moins entrés en détail. Voilà ici la répartition selon les livres. En fait, là, il n'y a pas, selon les années, c'est pas mal assez égalitaire. On passe vraiment de... moins il y a de textes de Undoing Gender que de Gender Trouble. Évidemment, ça vient avec les années également. Undoing Gender a quand même été publié seulement en 2004, donc évidemment, le temps de son appropriation, ça peut expliquer que ça soit moins souvent cité. Je vous ai mis ici vite les articles dont ça traite. Là, peut-être vous en parler de quelques-uns quand même pour mettre de l'avant qu'est-ce qu'il parle. Performing Lesbian Identity Through Discourse, on met en scène en fait un groupe d'amies lesbiennes qui parodient les Golden Girls et qui, à partir de leur resignification, de leur relecture de ah oui, mais nous on pourrait être comme si si on était 3 lesbiennes en fait qui faisaient une télésérie, ben probablement qu'on aurait des chats puis que toi tu t'habiterais seul puis que toi il se passerait ci. Donc comment par leur resignification de ensemble des Golden Girls, ils finissent par créer une identité lesbienne et une communauté à travers ça. Bad Girls and Their Deep Bodies, Performative Histories and Transformative, met en scène comment, en fait,
dans les clubs kink ou juste dans la scène, en fait, parle beaucoup de burlesque. Et donc, comment la performance de genre dans ces scènes-là permet non seulement aux performeurs, oui, de jouer avec les normes de genre, mais aussi d'essayer d'exprimer un peu une partie d'eux-mêmes à travers ça, à travers une capacité de transformer les codes avec lesquels ils s'entendent. Queer Politics and Anti-Capitalism from Theory and Praxis essaie vraiment de faire le lien entre théorie et la pratique. Et en montrant des exemples de manifs où justement des groupes queer seraient allés chanter des slogans pro-vie, pro-choix, pardon, dans une manifestation pro-vie. Et comment donc ça l'a permis un jeu même avec la police. Queering cyberspace fanfiction communities as space for expression and exploring sexuality met en scène davantage comment les gens se réapproprient les fictions comme Star Trek ou The Vampire Slayer, Buffy and the Vampire Slayers, puis leur réinvente des histoires un peu plus sexualisées avec les personnages, puis comment ça circule, puis comment ça crée une nouvelle communauté par rapport à fanfiction. Life is not always a cabaret, davantage une analyse de différents romans. Je vous ai mis en parenthèse donc les citations de quel livre était cité par qui. How could it hurt you when it looks so good? Mettre en scène le baiser entre Madonna et Christina Aguilera et Britney Spears, notamment pour nous expliquer comment ça a été mis en scène pour réaffirmer l'hétérosexualité des personnes alors même qu'ils étaient en train de s'embrasser, par justement des plans sur leur mari, par des plans sur les différentes unions qu'ils ont eues. Il y en a d'autres particulièrement. Flight or Fight se questionne sur le fait que les espaces, qu'on voit naître de plus en plus des identités multiples et que ces identités multiples, genderqueer notamment, se heurtent aux anciennes identités gays lesbiennes et donc questionne sur pourquoi est-ce que les personnes genderqueer ne sont pas admises dans les espaces lesbiens. Il y a aussi sur le kinging, Challenging the Male Perpetrator. 2 articles traitent vraiment beaucoup de changer le paradigme justement sur la violence dans les couples de même sexe, qui est souvent basé sur la question du male perpetrator, female victims, et donc comment tu peux réussir à penser quand justement les personnes sont tous les deux transgenres ou des couples de même sexe. Tu as aussi beaucoup sur les performances de drag king qui ressort souvent. Ce qui ressort, c'est que quand même plusieurs textes font seulement référence à Gender Trouble. On s'aperçoit que l'usage de Butler est surtout utilisé pour mettre en contexte la théorie queer elle-même, en fait, et de son utilité, de dire « Ah oui, il s'est passé telle chose depuis tel ouvrage », ou pour parler simplement des théories féministes sur la construction du genre et du sexe, ou pour parler des normes et de la matrice hétérosexuelle. C'est pas parce qu'un texte ne fait que traiter que Gender Trouble qu'il va simplement se limiter à l'utiliser en contexte. Certains textes qui ont plus qu'une citation vont aussi finalement utiliser Butler simplement comme une possibilité qui est là dans leur introduction et en parlant pas du tout du texte. Il y a d'ailleurs possibilité de parler de la performativité sans utilité Butler, le plus souvent en faisant référence à Judith Halberstam, mais parfois pas du tout non plus, simplement un concept qui est là, qui existe en général et qui est comme un donné de base, on dirait, dans la théorie. On remarque par contre qu'il est très peu problématisé ou critiqué. On ne fait pas référence à ses origines davantage. Il y a Butler pour justifier que ça existe et c'est tout. Et quand je disais que ce n'était pas critiqué, je donne une citation ici tirée d'un texte sur qui analysait des corpus d'érotique lesbienne. Butler, Halberstam et Munt discuss butch and femme in terms of performativity. They are like a set of clothes which can be consciously put on for effect. Cette définition-là est un peu problématique parce que c'est justement celle qu'on a reproché le plus à la théorie de la performativité, de simplement se faire comme un vêtement qui peut être changé à tout moment. On remarque quand même que les textes traitant des questions trans utilisent plus souvent Doing Gender comme théorie, ce qui fait sens considérant que c'est davantage dans ces cas-là qu'elle va parler des expériences spécifiques des trans. Mais que, justement, ces textes-là aussi sont plus susceptibles d'essayer d'éviter de parler de performativité et de parler de construction du genre à la place. Si on prend les paradigmes de Marie-Hélène Boursier, on voit quand même qu'il y a une fluidité des identités qui sert à la remise en cause des cadres théoriques hétérosexistes et même queer parfois, directement, comme on parle dans le cas des violences conjugales. Donc, on veut revoir
les cadres à partir desquels on lisait, on était capable d'analyser une situation, mais on est aussi capable d'analyser la non-mixité lesbienne pour dire, ben, ça serait intéressant que les personnes qui étaient des genderqueer ou non-conforming puissent aussi avoir l'espace parce qu'ils sont pris dans ces nouvelles formations-là qui se retrouvent sans espace nulle part. On parle notamment que chez les butch, la masculinité devient une forme sémiotique permettant d'exprimer l'identité réelle, qui ne leur permettrait pas d'exprimer exactement tout dans la féminité ce qu'elles étaient. On met beaucoup en scène comment la performativité est une mise en scène dans les médias pour justement faire lire l'hétérosexualité de Berlusconi, par exemple, de Madonna, ou des normes de genre comme dans le burlesque et le kinging. Dans du côté performatif, on cherche à prouver le côté subversif ou du moins transformateur de la performance. On essaie de montrer qu'il y a une resignification, par exemple, du burlesque qui est toujours à mi-chemin entre la reproduction des normes, donc est-ce qu'on fait juste reproduire les normes du féminin, donc reproduire l'oppression des femmes, mais qu'au contraire, il y a aussi quand même toujours cette capacité d'exprimer autre chose sur soi et d'être capable de dépasser cette simple resignification-là des normes. C'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. La performance de masculinité permet, par exemple, au butch de s'approprier le phallus lesbien qui serait différent du phallus régulier, et ça vient créer une relation érotique et désirable qui façonne la communauté. Alors, la parodie des Golden Girls qui vient créer une communauté aussi par leur resignification. Quand ce n'est pas le public lui-même qui se voit subverti en allant voir une performance de drag king, alors qu'au début, les gens pensent que c'est un homme sur scène et que là, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que la personne n'est pas un homme et que là, comment ça fait en sorte que ça change la perception que du public ont d'eux-mêmes. On voit aussi, au niveau de l'herméneutique prolifératif, les drag kings, par exemple, justement, élargissent les spectres des masculinités au sein même de leur performance, mettent en scène des fois parfois plus qu'une performance de masculinité. Les couples deviennent de plus en plus fluides et diversifiés. On ne peut plus juste dire un couple, c'est un homme et une femme, mais au sein même de ces couples-là, ben, en effet, ça peut être un homme, ça peut être un homme qui était une femme, ça peut être une multiplicité d'identités qui se rentrent en conflit. Et ce qui me semblait intéressant, c'était de mettre de l'avant comment, en fait, les identités modernes, en fait, gays et lesbiennes, rentraient maintenant en conflit avec les identités dites postmodernes, ce que le queer avait permis, donc tout ce qui était genderqueer, les trans, et qui utilisait donc sur la base que les identités ne sont pas fixes, qu'elles ne sont que performées. Des nouvelles identités étaient arrivées qui créaient des nouvelles réalités, qui avaient vraiment cette construction identitaire-là, et finalement, ça créait des conflits, ce qui faisait en sorte que, justement, on remettait en cause les anciens espaces gays et lesbiennes pour essayer de les rendre plus inclusifs aujourd'hui. Ce qui fait qu'en général, dans les livres de Queering Paradigm, on a une utilisation massive principalement de la première Butler. Où, malgré tout, on intègre très peu les critiques matérialistes ou même le questionnement sur l'origine du concept. Plusieurs cherchent à se sortir de la critique de reproduction des normes, mais finalement sans utiliser les critiques même, en fait, qui étaient faites à ces auteurs-là. La performativité se confine souvent à la construction du genre et l'identité. On oublie de côté les autres parties que Judith Butler a utilisées, notamment justement sur les insultes ou sur les nouveaux enjeux, donc davantage sur l'humanité des gens en général. Voilà, et je vous laisse sur Judith Butler expliquée par des chats. Merci Bruno pour cette...